Bonsoir à tous, je m'appelle Caroline, je fais partie des membres fondateurs de Place Publique. Bonsoir, je m'appelle Pierre, je fais également partie des membres fondateurs de Place Publique et je connais Caroline depuis maintenant près de 15 ans parce que je partais en colo avec elle parce qu'on est tous les deux originaires de Clermont-Ferrand, donc voilà pour la petite histoire. Pour être tout à fait honnête avec vous, la semaine dernière, en lançant ce mouvement, on ne se doutait pas qu'on arriverait à remplir une telle salle et qu'il y aurait un tel engouement autour de l'événement de ce soir. Donc on tient à vous remercier et on tient également à nous excuser auprès des gens qui n'ont pas pu rentrer. Mais en tout cas, dans les semaines à venir, on va refaire d'autres événements et on espère encore plus massif et on espère qu'on pourra faire entrer l'intégralité des gens dans nos salles. Parce que vous étiez 7000 à vouloir participer à cette première rencontre. Vous êtes des milliers à nous suivre en live. Alors à ce sujet, deux choses. Comme le disait Pierre, merci beaucoup. Merci pour votre enthousiasme. Merci pour votre venue. Et une seconde chose, c'est que l'esprit de Place Publique, c'est de privilégier la rencontre avec les porteurs de cause qui portent tous les combats qui sont définis par les urgences qui sont accrochées ici. Et comme ce format privilégié est celui de la rencontre, on continuera à proposer des événements autour de Place Publique sur ce format-là, partout en France, dans les semaines et dans les mois qui arrivent. On espère qu'on sera de plus en plus nombreux parce que les urgences sont là et que pour nous, c'est vital. Voilà, alors, la soirée va s'organiser en deux temps. Alors, dans un premier temps, nos premiers porteurs de cause vont monter sur scène pour vous parler de leurs combats, de leurs causes, de leurs initiatives, de leurs actions, justement autour des cases d'urgence qui définissent Place Publique, donc l'urgence européenne, l'urgence démocratique, l'urgence sociale et l'urgence écologique. Ensuite, dans un second temps, comme l'a rappelé Caroline, il y aura un moment en fait, d'échange à la Marbrerie, donc vous pourrez dialoguer avec les différents porteurs de cause qui se placeront dans l'ensemble de l'enceinte. Voilà. Donc bonne soirée à tous. Et on appelle notre coprésidente Diana Filipova. Voilà, Diana. Bonsoir. 10 000. 10 000, c'est le nombre d'entre vous qui nous avez rejoints en un peu moins d'une semaine. Et 2000, c'est le nombre de messages, tous canaux confondus, que nous avons reçus de votre part, où vous nous dites que vous voulez vous engager concrètement sur le terrain pour construire Place Publique. Alors, il est peu de dire que nous sommes très émus. Et ça nous coûte d'être émus, parce que nous ne sommes pas des professionnels de la politique et on ne sait pas encore trop imiter l'émotion. Et surtout, ma voix tremble, ça ne m'arrive pas souvent. Et surtout, nous sommes émus parce que pour nous, ça commence ce soir. Et avant d'en arriver là, il a déjà fallu énormément de travail. L'équipe, les porteurs de cause ont travaillé jour et nuit pour passer de conversations échaudées à un zinc dans un bar à aujourd'hui. Et voilà, nous sommes là ce soir et pour nous, ça commence ce soir. En fait, je crois que nous étions tous mus par un sentiment de nécessité. Il y a un an, on nous disait qu'il ne restait plus qu'un seul, un dernier rempart contre le retour au repli sur soi, à l'autoritarisme, au nationalisme. Eh bien, ce rempart, il est aujourd'hui fissuré de part en part. Et si on jette un œil au-delà de nos frontières, ces remparts, on les voit tomber tous les jours, l'un après l'autre. Donc ce soir, nous, on ne va pas vous parler de remparts. On va vous parler d'urgence, urgence écologique, urgence démocratique, urgence européenne, urgence sociale. Et il y en a une autre, celle qui est encore plus importante, plus fondamentale que toutes ces urgences. C'est
refaire de la politique. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui n'ont plus le sentiment d'être gouvernés, mais d'être gérés comme du bétail tous les jours. Parce qu'ils vivent dans un système qui, soi-disant, n'est pas une société où il n'y a pas d'alternative. Tant on leur a répété qu'il suffit de déposer de temps en temps un bulletin dans l'urne et le reste du temps se tenir tranquille, se taire. Tant on nous a dit que l'opposition, ça ne sert à rien et qu'il fallait agir tous comme un petit soldat. Tant on s'est dit, nous, que ça allait passer, qu'en faisant notre dû, chacun dans notre coin, tout allait s'arranger. Et en fait, aujourd'hui, on le refuse, ce fatalisme. Parce que ce fatalisme, c'est un mensonge. Ce n'est pas ça, la démocratie. Ce n'est pas être managé. La démocratie, c'est créer un espace de délibération, un espace de débat, un espace où on s'engueule s'il le faut, un espace où les différences de point de vue, les clivages ne sont pas niés, ils ne sont pas non plus attisés gratuitement. En fait, c'est ça que nous allons faire, créer cet espace, et je peux vous dire que ça va être une sacrée aventure, et cette aventure, pour nous, elle commence ce soir, mais elle ne s'arrêtera pas là. Par cet événement, c'est bien sûr le premier, mais il y en aura d'autres dans une semaine, dans quelques mois, dans quelques années, partout en France, partout en Europe, on l'espère. Et ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va prendre les gens aujourd'hui et les sortir des boîtes où on essaie de les enfermer dans un système qu'ils n'ont pas choisi et qu'ils n'ont pas envie de supporter plus longtemps. On va sortir les gens et on va les mettre sur la place publique. Vous avez tant à apporter à la France et à l'Europe. Tant de choses sont déjà là, en fait. Quand je vous regarde, je ne me dis pas que vous êtes des individus atomisés qui vivez dans une société qui n'existe pas. En fait, vous êtes déjà des citoyens pleins et entiers. Mais ce n'est pas tout, vous êtes bien plus que cela, puisque tous les jours, vous imposez vos convictions sur le terrain. Tous les jours, vous portez des projets, vous accomplissez des œuvres. Et en fait, vous êtes tous des porteurs de causes, soit en puissance, soit déjà dans les faits. Et en fait, place publique, ce qu'on va vous offrir, c'est ce qui vous manque peut-être aujourd'hui. C'est une infrastructure, c'est une vision commune, c'est aussi une puissance proprement politique, enfin je l'espère. C'est une promesse aussi. Une promesse qu'on relèvera tous les défis. Une promesse qu'on franchira tous les obstacles, qu'on accomplira tous les combats et s'il le faut, tous les mandats. Parce que pour nous, ça commence ce soir. Je suis maire de Kingersheim. Je suis ému et heureux d'être parmi vous pour investir la place publique, pour redonner du sens au débat, pour refabriquer des idées humanisantes, pour apprendre du terrain, des citoyens, des initiatives locales. Et dans ce mouvement, entre le bas et le haut, la République n'est pas loin. Et la fraternité est là. Parce qu'il n'y a pas d'autre horizon, pas d'autre utopie pour la démocratie qu'une démocratie de fraternité. Eh bien, cette démocratie, elle est promesse d'humanité, de bienveillance, d'altérité, d'accueil. Cette démocratie, elle ne se décrète pas, elle ne se délègue pas, elle surgit, elle vit, elle grandit dans le concret de nos vies quotidiennes, dans les actes posés, dans nos décisions personnelles et collectives. Voilà pourquoi, à Place Publique, nous croyons tant au territoire et à la démocratie, à condition que les territoires soient perçus comme des espaces de transformation sociale et écologique et que la démocratie se hausse à l'ambition qu'avait Hannah Arendt de la démocratie, c'est-à-dire organiser l'espace qui existe entre les gens. La démocratie, pour nous, c'est l'affaire de tous. À Place Publique, nous croyons au territoire et à ses acteurs. Vous êtes des centaines ici. Ils sont des milliers, des dizaines de milliers, partout en France, dans nos campagnes, à la périphérie, à Paris, partout. Ils sont quêteurs de sens. Ils sont innovateurs démocratiques. Ils sont des acteurs de la transformation sociale. Ils sont des prophètes ou des petites mains de la conversion écologique. Que serait notre contrat social ?
Que serait notre pacte républicain? Que serait notre terre sans ces citoyens engagés, sans ces collectifs audacieux, sans ces associations qui portent des projets? Et je veux le dire ici devant de nombreux élus, sans ces 550 000 élus locaux, 80% d'entre eux se bénévolent avec les collaborateurs, tous, ils forment aujourd'hui les véritables fantassins de la République décentralisée. Et c'est notre conviction à Place Publique. C'est depuis ce terreau de la résistance, de l'innovation, de l'inventivité, de la résilience, que nous voulons construire une maison commune, tous semblables et différents, que nous voulons avoir et construire une approche consolidée du monde, avec l'humain au cœur, avec l'idée que la personne doit primer sur le système et que le citoyen prime sur l'individu. Eh bien, notre ambition, à partir de ce terreau fertile, nous voulons que dans notre pays et en Europe se lève une nouvelle espérance. Et il y a un chemin. Il est exigeant, il est exaltant, il est difficile, il est subversif. C'est celui de la démocratie. Non pas la démocratie réduite au bulletin de vote une fois tous les 5 ou 6 ans. Non pas une démocratie squattée par quelques-uns. Non pas une démocratie formelle, seulement électorale, partisane, descendante, condescendante, souvent infantilisante. Non pas une démocratie qui produit des individus, des clients, des consommateurs, mais celle qui croit à l'intelligence collective, qui reconnaît en chaque personne le pouvoir citoyen d'agir, qui suscite la citoyenneté active. Bref, non pas une démocratie en crise, mais une démocratie radicalement à revisiter. Et parmi les nombreux élus qui adhèrent ici à Place Publique, nous affirmons solennellement ce soir que la démocratie est participative ou elle n'est pas, que nous voulons qu'elle soit continue, réelle, effective. Eh bien, pour démocratiser cette démocratie, nous allons suivre 3 balises: l'humilité, l'exigence, la radicalité. L'humilité, il n'y a pas de participation démocratique quand il n'y a pas un rapport modeste au pouvoir. Nous devons en responsabilité apprendre la distance par rapport au pouvoir. Nous ne sommes pas propriétaires de ce que nous faisons. Nous sommes au service des habitants, de nos territoires et du bien commun. Souvenez-vous. Nous avons écrit en lettres d'or dans la Maison de la Citoyenneté que nous avons construite en 2006 une réflexion de la grande Hannah Arendt. Le pouvoir naît quand les hommes travaillent ensemble, il disparaît lorsqu'ils se dispersent. Le vrai pouvoir, il est dans le partage. L'exigence, j'aime à dire que tant que la démocratie est à un stade infantile, il ne faut pas s'étonner que la politique soit perçue par les gens comme une cour de récréation. Eh bien, la haute qualité démocratique, pour nous, elle sera exigeante, c'est-à-dire interactive pendant tout le mandat. Des rendez-vous réguliers construits entre représentants et les représentés. Nous voulons que la démocratie soit lente, je le dis de manière provocatrice, parce que pour saisir la complexité dont parle Edgar Morin, pour vivre l'altérité, il faut aller au fond des sauges. C'est ce qui nous sépare des populistes, des démagos, des fascistes. C'est cela qui est notre vérité et notre approche. Et puis cette démocratie, j'aime ce mot, il faut qu'elle soit édifiante. Et dans tous les processus de décision, quand nous sommes animateurs du processus décisionnel, et pas seulement des décideurs, eh bien nous ferons en sorte de favoriser cette transitivité entre le « je » et le « nous », entre le particulier et le général, entre l'immédiat et le long terme. Et cette dimension, c'est ce chemin qui fait la différence entre le citoyen et l'individu. Comment passer de l'individualisme vers le réveil citoyen? C'est le sous-titre du bouquin de notre ami Raphaël Glucksmann. Dernière chose, l'humilité, l'exigence, la radicalité. Peut-être rappeler dans l'exigence que d'une certaine manière, nous voulons être à la démocratie ce que Maria Montessori et Célestin Freinet ont été à la pédagogie active. La radicalité. La radicalité, non pas celle de ceux qui crient très fort ou plus fort, vous voyez ce que je veux dire. Pas la radicalité de ceux qui instrumentalisent les peurs. Pas la radicalité de ceux qui manipulent l'opinion et les colères.
mais celle qui arrive à fertiliser 3 cultures politiques qui nous habitent tous, qui habitent notre pays, qui s'ignorent, qui s'affrontent. Je vais parler de la culture de l'utopie, de la vision, de ce qui est à devenir, du projet. Quelle belle culture politique! Je veux parler aussi de la culture de l'indignation, de la résistance, de la critique, de contre-pouvoir. Quelle belle culture politique! Mais je veux parler aussi de la culture de l'engagement, le risque de l'engagement, du principe de réalité. Eh bien, quand on marie ces 3 cultures, on arrive à des compromis dynamiques avec les habitants et non pas à des consensus mous qui se décident dans l'entre-soi de quelques élus. Eh bien, c'est ainsi que nous serons à la fois les enfants de Chantal Mouffe, parce que nous apprendrons, parce que nous sommes capables d'écouter la colère. Nous serons en même temps les enfants de Jürgen Habermas, parce que nous voulons construire des compromis dynamiques qui fassent avancer la société. Et surtout, nous resterons des enfants du grand Jean Jaurès, qui disait que le courage, c'est de comprendre le réel pour aller à l'idéal. Et cela nous permet de comprendre, de redonner sens au commun, qui n'est pas l'addition des envies, qui n'est pas la sommation des égoïsmes, qui n'est pas le moyenne des avis. Ça donne sens à la limite contre l'hubris et contre la démesure, et ça donne sens à la transcendance républicaine, la capacité de dépasser le quant à soi et de citer Pierre Mendès France. Dès qu'un homme trouve un sens universel à son action, fût-elle humble, modeste, il découvre en lui un citoyen. Place publique, place civique, place fraternelle. Bonjour à tous. Merci. Bon, je suis extrêmement émue, donc je vais lire. Donc je suis Judith Aquien et j'ai changé ma vie il y a plus de 3 ans en m'apercevant, en allant sur un campement d'exilés à Paris, que ceux qu'on appelle les migrants étaient bien souvent considérés comme n'ayant pas les mêmes besoins de dignité, de traitement humain et de fraternité que les autres. Pourtant, ces femmes, ces hommes et ces enfants, qu'ils soient isolés ou accompagnés, ont fui des atrocités. Et leur statut leur confère, en théorie, la protection internationale, mais peu est fait pour les protéger. Protéger, dans ce cas précis, c'est donner accès à l'autonomie et à la dignité. C'est donner accès aux soins, à un toit, aux droits, à la langue du pays, permettre de comprendre notre société, comment y agir et comment y voir le vecteur de la liberté et de l'autonomie retrouvée. J'ai donc créé il y a 3 ans l'école TOT, qui est l'école de français diplômante pour les réfugiés et les demandeurs d'asile. Les moyennes de nos résultats ont été de 85% de réussite au diplôme d'état de langue et plus de 300 personnes ont déjà pu bénéficier de nos cours. Aujourd'hui, je dirige Action Emploi Réfugiés, qui est une magnifique organisation qui travaille sur l'accès des personnes réfugiées au marché de l'emploi. Chaque semaine, j'explique aux employeurs que dans la mesure où les réfugiés relèvent du droit commun, ils ont le droit de travailler ici. Et en parallèle, nous transmettons aux personnes réfugiées les outils pour comprendre les codes de l'emploi en France et nous les aidons à trouver du travail. En 3 ans, avec une équipe de 1, puis 2, puis 4 personnes, mon association a trouvé un travail digne à 300 personnes. On peut applaudir aussi. Une société fraternelle n'est pas seulement possible, elle est souhaitable et indispensable, aussi bien à court terme qu'à long terme. La solidarité, l'hospitalité et la fraternité sont de puissantes opportunités d'épanouissement pour tous. Ce sont des opportunités aussi de démocratie, d'écologie humaine. Pourtant, la division et le repli sont bien souvent davantage en vogue dans le discours ambiant. Notre rôle entre humains est de défendre ces valeurs coûte que coûte, dans les mots et dans les actes. Et c'est ce que je compte faire, ce que nous comptons faire chez Place Publique. Merci, bonsoir. Je fais comme Judith parce que c'est vrai que c'est impressionnant de vous voir ici, même quand on a l'habitude de prendre la parole. Donc, moi, je travaille dans un collectif d'ONG qui s'appelle le collectif Éthique sur l'étiquette, qui rassemble plus que des ONG, qui rassemble des syndicats, des organisations de défense des consommateurs, qui a pour combat de défendre les droits des travailleurs du textile
partout dans le monde, dans les chaînes de sous-traitance globalisées, et plus largement d'encadrer l'activité des multinationales. Et je travaille depuis une quinzaine d'années maintenant dans le secteur exclusivement de la solidarité internationale. Le secteur textile mondialisé, on commence à en voir un petit peu les effets. Peut-être que certains d'entre vous ont en tête le Rana Plaza, qui est cet immeuble qui s'est effondré en 2013, il y a 5 ans maintenant, sur les ouvrières. Le monde du textile, c'est en majorité des femmes. 1138 en sont mortes, plus de 2000 en sont blessées. Pour certaines à vie, donc dans l'incapacité d'exercer une nouvelle activité économique. Et au-delà de l'émotion, de l'indignation que suscite un tel drame, il pose une autre question, bien sûr, celle des droits des travailleurs, et la façon dont on a laissé une mondialisation sans garde-fou, qui aurait dû permettre aux gens de vivre correctement du fruit de leur travail, de leur activité, mais auquel on n'a pas donné les possibilités de vivre dignement. C'est un combat essentiel parce que dans le monde aussi interdépendant dans lequel on vit, le monde mondialisé, l'économie mondialisée, laisser les droits de travailleurs bafoués au Bangladesh ou en Roumanie ou en Turquie, c'est autoriser qu'on bafoue les droits ailleurs. Parce qu'on est face à un système mondialisé aussi au niveau économique. Et les entreprises elles-mêmes sont devenues des multinationales assez tentaculaires qui ne sont pas appréhendées par le droit. Et laisser des droits s'appauvrir à un endroit du monde, c'est mettre en danger ce que l'on a acquis. Permettre qu'on fasse pression sur le coût du travail à l'autre bout du monde, c'est permettre que l'on le fasse ici aussi, que l'on doive encore lutter pour maintenir un minimum de protection sociale, de bonnes conditions de travail et de salaire, et donc de bonnes conditions de vie. Donc, on est extrêmement lié à ce qui se passe à l'autre bout du monde. Et ce combat pour les droits humains, il pose des questions beaucoup plus larges. Il pose celle des décisions. Qui prend les décisions dans la mondialisation économique? Il pose la question, bien sûr, du poids des multinationales, du rapport de force entre ce pouvoir économique et le pouvoir politique. Il pose la question des lobbies économiques, bien entendu. La sortie de Nicolas Hulot qui a dénoncé les lobbies des chasseurs, c'est vraiment la face émergée de l'iceberg. Nous, c'est un peu la vie des ONG, de faire face à des personnes qui ne souhaitent pas les mêmes choses et qui ont les moyens d'agir auprès des décideurs. Et puis ça pose la question du dogme, parce qu'on considère souvent que la société civile ou les mouvements humanistes, progressistes, à gauche, sont en fait dogmatiques, sont des idéologues. Mais finalement, ceux qui combattent ces droits, ceux qui combattent la question du bien-être, sont fortement liés à une idéologie qui est celle que le marché doit exister sans entrave, que la liberté économique doit primer, là où il faudrait placer, bien sûr, le bien-être des populations avant les intérêts des multinationales, là où il faudrait sanctuariser dans le monde un socle de droits fondamentaux qui sont les mêmes pour tous. Et quand on parle de droits fondamentaux, on ne parle pas seulement de droits, enfin, à la liberté d'expression, des droits un peu... les libertés civiles et politiques, mais on parle du logement, de l'éducation, de la santé, de la protection sociale. Ce sont des droits qui permettent de vivre et qui sont encadrés par des normes internationales qui ne sont pas respectées aujourd'hui. Et là, il faudrait que l'État joue son rôle de régulateur, parce que c'est l'État qui est le garant de l'intérêt général. Et le rôle de régulateur, ça passe par mettre des limites, même si les puissants acteurs économiques n'en veulent pas. Et ça, finalement, ce sont des enjeux sur lesquels il est très rare que les citoyens, partout, ne se retrouvent pas. Un mot assez positif, parce que c'est très rare. J'ai quelques camarades d'autres ONG dans la salle. On a mené pendant 5 ans, de manière collective, avec une coalition assez inédite d'ONG, de syndicats, de députés qui se sont engagés bec et ongles, mais aussi de juristes, d'économistes, un combat qui s'est achevé par un résultat positif, par une victoire, et c'est assez rare pour être souligné dans nos milieux. On en fait encore la fête. C'est une loi qui a été adoptée en mars 2017, qui s'appelle la loi sur le devoir de vigilance des multinationales, qui a été le fruit de 5 ans de combat, 5 ans de travail avec des personnes politiques aussi, très engagées, très sincèrement engagées, envers et contre tous, envers les lobbies économiques, et qui permet pour la première fois dans le monde que l'on puisse tout simplement considérer que la maison mère, qu'une multinationale est responsable de ce qui se passe, de toute son activité, même lorsqu'elle n'emploie pas directement les personnes, qui soient encore une fois au Bangladesh, au Cambodge, etc. Et bien sûr ici.
Et ce combat, encore une fois, qu'on célèbre encore, nous, dans ce combat, on a fait notre travail d'ONG, hein, on a produit de l'expertise, on a fait de la recherche, on a bien sûr fait des propositions alternatives. Ça fait des dizaines d'années, bien sûr, qu'on est dans cette proposition et qu'on doit très bien connaître nos dossiers. Mais on l'a mené, et je le dis sans grandiloquence, on l'a mené avec vraiment une mobilisation citoyenne, c'est-à-dire des personnes, des citoyens qui ne sont pas forcément engagés ni militants, qui sur le terrain ont écrit à leurs députés régulièrement, ont signé des pétitions, se sont engagés dans nos actions, bien sûr, on les a encadrées, et sans les militants de nos organisations, sans les citoyens qui ont considéré qu'ils avaient une voix au chapitre, qu'ils devaient l'exposer à leurs dirigeants politiques, cette loi ne serait pas passée, et cette mobilisation a été plusieurs fois citée dans l'hémicycle. Voilà. Évidemment, tout ça pour nous encourager à agir, avoir conscience de nos possibilités d'action. Et peut-être un dernier mot, vraiment pour conclure, c'est qu'à l'envers des discours ambiants selon lesquels les citoyens, notamment issus de couches plus populaires ou éloignées, sont moins sensibles ou hermétiques aux questions de solidarité internationale, on s'inscrit vraiment en faux. Ces personnes, et on est nombreux à faire tous les jours l'expérience de la solidarité, on doit combattre aussi ce discours selon lequel ça n'intéresse que des élites, ça n'intéresse que certains, c'est faux. Et il ne faudra surtout pas qu'on oublie d'inclure un maximum dans nos mobilisations pour gagner aussi de notre côté. À bientôt donc. Bonsoir. Rui Wang, j'ai pas préparé de discours. Déjà, je n'apporte que du vécu. Et je souhaiterais rebondir sur tout ce qui a été dit, parce que parmi tout ce que vous faites, il y a beaucoup de vécu. En fait, moi, je suis arrivé en France quand j'avais 7 ans et demi, en 1995, pour rejoindre mes parents, et on était clandestins. On était des migrants clandestins. Ma famille a été régularisée en 1998 avec le gouvernement de la gauche plurielle. Et pendant ce temps-là, en fait, quand je rentrais de l'école, je travaillais avec ma mère dans l'appartement parce qu'elle faisait de la couture et elle travaillait à la façon, en fait. Et j'avais bossé. Je me rappelle vraiment très très bien d'une marque. Je me rappelle très très bien d'une marque qui est encore vendue aujourd'hui. C'est une marque qui est très connue aujourd'hui. Je bossais pour elle, j'avais 8 ans. Parce qu'il fallait vivre. Et parce que mes parents n'avaient pas d'autres accès à des sources de revenus. Lorsqu'on a été régularisé, j'ai pu avoir une vie plus normale. Je suis allé à l'école, mais en fait, je subissais avec, comme d'autres garçons et filles de couleur, entre guillemets, ce que j'appelle aujourd'hui le racisme quotidien, le racisme banalisé. Et j'en ai pris conscience quand je commençais à avoir des cours de sociologie, en Bac+2. Ces cours de sociologie m'ont conduit à créer une association, co-créer une association qui s'appelle l'Association des jeunes Chinois de France, je précise de France. Parce que cette association regroupe des jeunes personnes qui ont le même vécu, des jeunes personnes qui ont les mêmes difficultés, étant de familles populaires, ayant grandi dans les quartiers populaires, à avoir accès à l'information, à avoir accès à des études prestigieuses, à avoir accès à l'entraide. Et donc, on a créé cette association pour répondre à ces problématiques. On a créé aussi cette association pour répondre aux préjugés, aux idées qui se faisaient sur les Chinois. Et parmi ces idées, ces préjugés, il y avait aussi l'idée selon laquelle les Chinois sont riches ou sont pleins de pognon. Ce préjugé a tué des gens. Ça a tué en fait des gens qui n'étaient pas capables de se mobiliser. Mais bon, en 2016, on a réussi à se mobiliser suite à la mort de M. Zhang Shaolin, parce que ce monsieur, qui était couturier aussi, se promenait dans la rue avec un sac rempli d'un bonbon et un chargeur de téléphone, mais des gens pensaient qu'il avait plein de pognon, et il a été agressé pour ça. Il en est mort. Et donc, c'est sur ce type de problématique que je travaille dans cette association. Aussi, pour finir sur les tirailleurs et la Première Guerre mondiale, on travaille pour faire reconnaître l'apport de 140 000 Chinois qui sont arrivés en France pour travailler et soutenir l'effort de guerre français et britannique. Pardon. Et donc toutes ces problématiques me touchent
ça m'émeut. Je pense que Place Publique porte vraiment très bien ces problématiques parce que c'est rempli de gens qui ont du vécu, de gens qui font les choses sur le terrain. Et c'est pour ça que dès le début, ça m'a touché. Dès le début, je dis il faut que j'y sois. Voilà. Merci à tous. Vraiment, merci d'être là. Merci beaucoup. Ça me touche du fond du cœur, vraiment, qu'on soit tous réunis là. Parce que je sais que, comme moi, vous avez tous cette boule au ventre, ce poids sur la poitrine. Vous en avez marre. Quand vous regardez le monde tel qu'il va, vous vous rendez compte qu'il ne va pas bien, le monde, aujourd'hui. Vous n'en pouvez plus. Vous n'arrivez pas à vous habituer. Comme moi, chacun d'entre vous, vous n'arrivez pas à vous habituer à voir des SDF. Vous ne voulez pas détourner le regard, mais vous ne pouvez pas vous habituer. Vous les regardez en face, vous regardez l'épaisseur de cette vie, vous dites c'est pas possible que dans un des pays les plus riches du monde, on marche 300 mètres, on rencontre 10 SDF. Ce n'est plus possible. Vous êtes aussi comme moi, parce que vous ne pouvez pas accepter qu'aujourd'hui, un être humain qui a quitté son pays, un être humain, parce qu'on oublie ça, on le remplace souvent par des statistiques, qui a quitté son pays, qui a quitté une dictature, qui a quitté la misère économique, qui a traversé des océans, qui a traversé des milliers de kilomètres avec ses enfants parfois, et qu'il arrive et qu'on parle de trou d'air, son épaisseur de vie comparée à du vent, qu'on parle de statistiques, qu'on dise non, là, toi c'est fini, on a rempli notre statistique européenne, donc tu restes en mer avec tes enfants et avec ta famille. Mais qu'est-ce que c'est que ce monde? On ne peut pas supporter ça. On ne supporte pas que quand on va au café du coin, ce commerce qui nous offre un café tous les matins paye les impôts que Starbucks ne veut pas payer. Ce n'est pas possible. On n'accepte pas que ceux qui soignent, les infirmières, les médecins, que ceux qui sauvent, les pompiers, n'aient plus de moyens parce qu'on a fait des cadeaux fiscaux aux 1% les plus riches qui détiennent 25% du patrimoine français. Ce n'est plus acceptable. On n'accepte plus pour nos enfants de regarder les trajectoires d'émissions de CO2, de constater chaque année qu'il fait de plus en plus chaud, que tous les scientifiques appellent à un changement radical et que rien ne se passe. Ce n'est plus acceptable également. Vous êtes de plus en plus, comme moi, à avoir du mal à regarder ces réalités en face. Ça nous prend de l'intérieur. Alors il y a des gens qui font, on a vu, c'est très bien, et ils ont de la chance, parce que quand on fait, cette boule, elle s'en va. Un jour, je parlais avec José Bové, on était à une conférence, il expliquait tout ça, et il y a une jeune dame qui lui a dit « Mais vous nous démoralisez, monsieur, on est affolé quand on sort. » Et lui, il a dit une phrase qui m'a marqué ce jour-là. Il a dit « Vous savez, quand on est dans le combat, on n'est jamais aigri, on n'est jamais découragé, parce qu'on est dans le combat. » Et donc, ces gens qui sont dans le combat, ils ont de la chance. Mais il y en a d'autres aussi, il y en a d'autres qui ont envie de faire des choses, mais qui ne savent pas comment faire. Il y en a qui font beaucoup d'entre vous font beaucoup de petites choses dans leur vie de tous les jours. Ils font attention à plein de choses, ils essayent d'être le meilleur possible. Et ils ont envie de s'engager dans des combats de plus grande ampleur. Mais ils ne savent pas par où commencer. Place Publique va être l'endroit des gens qui luttent déjà et des gens qui ont envie de lutter. Le ressenti des inégalités sociales, de l'injustice sociale, elle n'appartient à personne. Elle n'a pas d'origine sociale, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de religion. C'est un ressenti humain. Donc on va tous se réunir parce qu'on n'est jamais de trop pour lutter contre l'injustice fiscale et l'injustice sociale. Merci. Merci Thomas. Et maintenant, on va vous parler d'écologie avec deux personnes qui ont une cause commune mais des combats différents. Olivier, tu es géographe et militant écologiste. Charles, tu es ex-marin-pêcheur et également militant écologiste. Et vous avez tous les deux signé et co-rédigé l'acte de naissance de Place Publique. Donc je vais vous parler de l'océan. L'océan, c'est le berceau de l'humanité. C'est aussi notre meilleure assurance vie, puisqu'en fait, c'est le principal régulateur du climat. Et aujourd'hui, il se passe quelque chose un peu en dessous des radars, c'est que les États ont la possibilité de coloniser l'océan et ses ressources. Et ils donnent des autorisations
à des compagnies pétrolières et gazières d'aller exploiter les fonds marins. Cette ruée vers les énergies fossiles s'intensifie en mer et accentue considérablement et irrémédiablement, bien évidemment, le réchauffement climatique qui menace la vie sur cette planète. Donc nous, les citoyens, nous, avec l'association ZEA, nous, avec le mouvement Nation Océan, nous, les collectifs, nous avons décidé d'agir et nous avons fait un choix à la fois de la radicalité et de la non-violence. Donc on a commencé à faire des choses relativement audacieuses. On s'est dit qu'il fallait aller bloquer des permis pétroliers et des permis gaziers en mer. Et on a eu de la chance, ça a fonctionné. On a réussi à bloquer un permis à Toulon, puis à Marseille, puis à Hyères, en PACA, donc de façon générale, puis en Corse, puis en Italie. Actuellement, plusieurs personnes qui sont dans cette salle mènent une lutte et on les soutient contre les permis pétroliers en Guyane. Donc on commence à élargir vraiment nos territoires. Très prochainement, on travaille sur une campagne aussi en Espagne. Donc le périmètre européen est parfaitement embrassé. Donc ça, c'était la première, on va dire, contribution qu'on a voulu porter justement pour protéger l'océan et le climat. Ensuite, fort de ces victoires, on a eu la chance d'obtenir 2 moratoires sur le périmètre français, c'est-à-dire toute la Méditerranée française plus la façade atlantique métropolitaine sont aujourd'hui, comme vous le savez, il y a un moratoire. On ne peut plus exploiter les énergies fossiles et on espère pouvoir élargir ça à toutes les eaux françaises, aussi bien au niveau des îles Éparses, aussi bien au niveau de la Guyane, aussi bien au niveau de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie. Il faut élargir cette zone et obtenir un moratoire global sur les eaux internationales françaises. Ensuite, nous nous sommes mobilisés contre les pollutions industrielles. Une qui est devenue vraiment emblématique maintenant, j'espère que vous en avez tous entendu parler, puisque c'était une lutte qui était tombée complètement dans l'oubli. On s'est battu contre les boues rouges, rejetées en mer depuis des décennies, qui sont aujourd'hui à la fois toujours rejetées en mer pour la partie liquide, mais aussi stockées à terre à hauteur de 350 000 tonnes dans des vallons somptueux en Provence. Et les gens respirent cette pollution, ingèrent cette pollution de métaux lourds, de radioactivité naturelle renforcée, et ça, c'est plus acceptable. Donc nous luttons pour bloquer ces pollutions, mais nous luttons aussi pour maintenir l'emploi. Donc nous proposons des projets de transition. Il faut savoir que les luttes ont complètement muté ces dernières années et sont beaucoup plus globales. Ensuite, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est de peser sur la gouvernance internationale des océans. On essaie de changer d'échelle, justement, de travailler au niveau européen. Et pour ça, en fait, on essaie de faire primer une idée qui devrait être centrale, c'est que, tout simplement, il faut faire primer l'usage sur la propriété. Puisque quand il y a une propriété sur un espace, que ce soit d'un État ou que ce soit du privé, on sait très bien que rapidement, on arrive à un pillage et à une destruction, que ce soit d'une ressource ou d'un territoire. Donc, pour nous, l'océan n'est ni privé ni public, il est vital pour l'humanité et pour la totalité du vivant. Donc on entend mener ce combat aussi au niveau européen. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je vais vous parler de pêche. C'est un petit peu original. Mais la pêche, il faut bien le comprendre. Enfin, en ce qui me concerne, c'est ma passion depuis toujours. C'est un laboratoire, en fait. Un laboratoire des enjeux qu'on affronte aujourd'hui. Parce qu'il y a 30 ans, depuis 30 ans, on s'est aperçu que la production biologique des océans, elle était limitée. C'est-à-dire que malgré les efforts qu'on met toujours plus grands à pêcher, les océans n'arrivent pas à produire plus. Donc ça nous pose pas mal de questions. Donc face à ça, on doit conjuguer maximisation des emplois, pérennité économique des entreprises de pêche et bien évidemment préservation de l'environnement marin qui, comme vous le savez, a été plus que massacré depuis des décennies. Et donc c'est à travers ces causes que je souhaite porter la transition écologique, sociale et démocratique de la pêche professionnelle en France et en Europe. Pour ce faire, on s'est réunis avec des amis marins-pêcheurs il y a maintenant 6 ou 7 ans pour créer une association qui s'appelle Plateforme Petite Pêche, qui est, si vous voulez, une sorte de confédération paysanne de la mer, qui vise à défendre une petite pêche durable. Alors on entend ce mot durable un peu à toutes les sauces, mais elle est durable pour l'environnement marin, mais aussi pour les femmes et les hommes qui la pratiquent. Mais comme l'a dit Olivier, le niveau français n'est pas suffisant. Donc on s'est compté, on est allé voir nos collègues dans tous les pays européens,
on s'est aperçu qu'il y avait aussi d'autres associations comme la nôtre qui étaient dans l'ombre parce que jamais représentées, ni dans l'interprofession, ni par leurs États. Et on s'est regroupé dans une fédération européenne qui s'appelle LIFE, ce qui veut dire Low Impact Fishermen of Europe. Pour ceux qui parlent anglais, c'est assez clair. Et cette fédération, elle vise à porter et à défendre les intérêts de ceux qui travaillent bien, qui conjuguent économie et environnement, à Strasbourg, à Bruxelles, là où se prennent réellement les décisions pour notre activité. Et je peux vous dire que ce n'est pas facile, parce qu'en face, on a des lobbies conséquents, dont j'imagine vous parleront d'autres intervenants, qui prennent la place. Et nous, la plupart du temps, on est seuls sur notre bateau. Donc on n'a pas le temps d'aller aux réunions, on n'a pas le temps de se réunir, d'envoyer des lobbyistes à Bruxelles pour nous défendre. Donc on a réussi à se regrouper, ça fait pas longtemps, mais on est en train de faire bouger les lignes. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut absolument faire, parce que sinon, on va laisser l'océan aux industriels, aux lobbies industriels qui n'en ont que faire de l'environnement et encore moins des emplois littoraux. Et on mène d'autres activités aussi avec les collectifs auxquels je participe. On essaye de sensibiliser les associations environnementales à la connaissance du secteur professionnel de la pêche. Et de l'autre bord, moi je passe pas mal de temps dans les ports à aussi discuter, à échanger, à sensibiliser les marins-pêcheurs aux enjeux environnementaux évidemment, mais aussi sociaux et démocratiques, qui sont souvent un petit peu très loin de leur conception de la chose. On travaille aussi à essayer de redonner un prix juste à ceux qui travaillent correctement de la pêche. On a coutume de dire ceux et celles qui pêchent moins, mais qui pêchent mieux. Aujourd'hui, ils sont victimes généralement des enchères encriers dont ils ne sont pas maîtres. Donc on milite et on promeut des circuits courts, la vente directe, pour qu'enfin, ces femmes et ces hommes qui travaillent correctement de la mer puissent être rémunérés à leur juste valeur. Merci à tous les deux. Alors, j'ai juste une question, elle va être rapide. Pourquoi place publique ? Alors, pourquoi place publique ? On a fondé Place Publique parce qu'on veut que le citoyen soit au cœur de la démocratie. On a fondé Place Publique parce qu'on veut relier les causes, que ce soit des luttes ou que ce soit des initiatives. Et les causes, en tout cas les luttes, sont partout sur le territoire. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. On le voit, Cigéo à Bure, Triscalia, les Boues Rouges, à Lac, partout, vous pouvez trouver des luttes sur cet hexagone. Ensuite, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut vraiment, vraiment dynamiser l'écologie populaire, parce que c'est une écologie de terrain dont on a besoin, portée par des citoyens, des luttes qui sont faites et qui sont pour les citoyens. Donc, rien à rajouter, longue vie à Place Publique, et allons gagner ces combats qui nous sont offerts. Place publique parce qu'il ne suffit plus de commenter et de critiquer en attendant que ce qu'on espère arrive. Place publique aussi parce que c'est du terrain que naissent les solutions et que l'Europe est notre horizon commun. Et enfin, place publique parce que nous croyons qu'un mouvement citoyen, transversal et radical est la solution pour répondre aux urgences d'aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux. Et maintenant, je vais appeler celle qui, par ses combats, son franc-parler, sa méthode de travail, me donne chaque jour un peu plus envie de m'investir à Place Publique. Elle s'appelle Claire Nouvian, elle a fondé Bloom et c'est le prix Goldman 2018. Bonsoir. Bonsoir, merci. Merci beaucoup à vous. Merci à vous toutes et tous d'être ici. Merci à ceux qui sont dehors, merci à ceux qui nous regardent en ligne. Merci parce qu'on a besoin d'être très nombreux et donc ce rassemblement, c'est déjà un signal vraiment fort. Parce qu'on a passé quand même une période qui était longue, où on s'est senti seul. Vous avez vu, et en effet, on a parlé de la démission de Nicolas Hulot, qui a été un moment de clarification. On a vu à travers l'écran de fumée, on a vu la réalité de ce pouvoir qui n'est pas seulement un pouvoir assiégé par les lobbies, qui est maintenant un pouvoir où les lobbies sont à l'intérieur du pouvoir. C'est dans une consanguinité qui est désolante et qui est très inquiétante. Alors, mes amis cofondateurs et vous tous maintenant, parce qu'on va tous travailler ensemble, ce vous va devenir un grand nous,
On a évoqué ce soir différents sujets, on a évoqué différentes réalités du monde qui nous sont insupportables et qu'il n'y a pas de raison qu'on accepte. On est tous ensemble face au plus grand défi que l'humanité a jamais eu à relever. Simultanément, il faut lutter contre le changement climatique, ce qui est quand même déjà quelque chose. Lutter contre la perte de biodiversité, c'est quoi? C'est la perte des espèces. Vous vous souvenez, il y a 30 ans, quand on prenait la voiture, alors il y a peut-être des gens qui n'ont pas du tout 30 ans et qui ne s'en souviennent pas, mais on vous raconte, nous les vieux. Il y a 30 ans, quand on prenait notre voiture et qu'on faisait 3 heures de voiture, on avait un pare-brise qui était maculé d'insectes. Et on devait frotter, s'arrêter même à des stations-service. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. On n'a plus d'insectes, on a perdu 80% des insectes. On n'a plus de pollinisateurs. Les océans se vident, nos campagnes se vident. Mais quel est ce système qui broie, qui tue, qui finance la mort, qui finance des choses sidérantes et qui a pris, comme on dit maintenant, pendant longtemps, le capitalisme a pris des vies. Maintenant, il prend la vie. C'est que, alors, comme disait l'économiste Keynes, il disait le capitalisme, c'est cette croyance sidérante que les pires hommes vont faire les pires choses pour le plus grand bien de l'humanité. Eh bien, est-ce qu'on est obligé, en effet, aujourd'hui, de croire au capitalisme tel qu'il est, tel qu'il existe, tel qu'il nous mène au bord du gouffre, à la fois écologique et démocratique, parce qu'à force, comme disait Thomas Porcher tout à l'heure, de redistribuer aux plus riches, de vivre cette injustice sociale, cette injustice fiscale dont on a ras-le-bol, à force de vivre ça, est-ce qu'on est obligé d'accepter ça? Mais non! Mais non! On n'est pas obligé! Ce qui nous rend obligés, c'est parce qu'on a pensé la démocratie comme un endroit où, en effet, une fois de temps en temps, on allait mettre un bulletin dans une urne. Mais c'est pas ça, la démocratie, comme l'a dit Joe Spiegel. C'est de s'emparer de la chose publique. C'est prendre la place publique. Et c'est d'aller fabriquer du consensus ensemble. C'est aller s'assurer, puisque personne ne le fait, de représenter l'intérêt général dans les institutions. Ils ne le font pas pour nous. On a bien vu. Alors faisons-le. Force est de reconnaître qu'on a des très bons élus. On ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain, on a des élus locaux qui font un travail en général formidable. Et on a des élus au Parlement, les Verts par exemple, ils font un très bon boulot. On a un élu France Insoumise au Parlement européen, il fait un très bon boulot. Mais est-ce qu'eux, ensemble même, ils arrivent à nous prémunir du danger, de ce qui va se passer? Est-ce qu'on arrive à construire, eux ensemble, ils arrivent à construire une offre, une alternative à Macron? Face à Macron, il y a quoi? En fait, en force, il y a Le Pen. Ça va être ça notre alternative, on va laisser faire ça. Mais non, 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 bien sûr que non. Et c'est donc le péril aujourd'hui. C'est ça qui est quand même surréaliste, c'est que le péril, il est à la fois démocratique, social et environnemental. Ça fait beaucoup à la fois, mais rien n'est fatal. Ce qui est fatal, c'est d'être dans l'inaction, c'est d'attendre, c'est d'être spectateur et de penser que certains, y compris nous, là, les fondateurs de places publiques, y compris penser que nous, à quelques-uns, on va réussir à vous sortir du péril, à nous sortir du péril. On va y arriver si on le fait ensemble, que les choses soient claires. Donc ça c'est... Ce qui veut dire, concrètement, que face à ces défis impensés, insensés, on n'a pas d'esprit assez large pour mettre côte à côte l'ensemble des défis qui sont les nôtres. Mais quand on arrive à croire à la science, quand on arrive à croire aux 15 000 scientifiques qui envoient quand même une mise en garde à l'humanité, quand on croit à ça, quand on croit à ce péril-là, eh bien on se met en mouvement, et on se met en mouvement tous ensemble, et on prend la place publique, on construit quelque chose, et on s'assure que l'intérêt général, ce soit nous qui le représentions désormais. Donc on travaille ensemble. Quel est notre risque? Quel est notre risque à essayer? Aucun. Au pire, on passera pour des imbéciles. Est-ce que c'est grave par rapport au péril du monde actuel? Absolument pas. Passons pour des imbéciles si on se plante, c'est pas grave. Mais vraiment, ce qui serait le vrai risque, c'est de ne pas agir. Le vrai risque, c'est de laisser en effet les accords de libre-échange se produire et se poursuivre. C'est de laisser des députés voter contre l'interdiction du glyphosate. Le péril, c'est de laisser les lobbies
écrire, tenir la main du législateur pour se produire l'ensemble de lois dont ils ont besoin. C'est de laisser en effet les multinationales courir, même si ça progresse en effet. Mais on a ouvert les frontières économiques sans ouvrir des frontières judiciaires. Et donc il est temps, en fait, par rapport à l'ensemble des solutions qu'on veut et on doit faire remonter du terrain parce qu'elles marchent. On a besoin de faire en sorte qu'elles changent d'échelle. On a besoin de faire en sorte que, par rapport à, prenez un sujet, l'évasion fiscale. On peut récupérer combien par an? 60 à 80 milliards d'euros par an. C'est ce que Macron entendait retrouver sur le budget de l'État sur un quinquennat entier. Vous savez quoi? Il n'y a jamais eu autant d'argent. Il suffit d'aller le chercher, l'argent. Il suffit d'aller nommer les ennemis. Et alors, on va nous dire qu'il faut mettre l'État-providence à la poubelle, alors qu'il n'y a jamais eu autant d'argent, alors qu'on a l'argent pour aller financer la transition écologique. Mais alors on va trouver l'argent puisqu'il y en a. Et on va le faire avec les entreprises. Parce qu'il y en a des entreprises vertueuses. Il y a des patrons qui ont envie de prendre leurs responsabilités fiscales déjà. Parce que les PME trinquent pour les multinationales. Donc à un moment donné, on va devoir faire ce travail ensemble. Avec les entreprises, avec les citoyens, tous ensemble. On doit se mettre vraiment au travail. Donc on est sorti de notre zone de confort. Parce que alors, zone de confort, c'est relatif. Hein, puisque déjà, quand on travaille avec l'association que j'ai fondée, je peux vous confirmer que la notion de confort, elle est tout à fait relative. On travaillait déjà nuit et jour. Est-ce qu'on avait du temps à accorder pour travailler plus alors qu'on travaillait déjà jusqu'à minuit ou 1h du matin, au minimum tous les soirs, week-end compris? Non, on n'avait pas de temps. Est-ce qu'on en a fait du temps? Oui, on en a fait. Parce que c'est trop important. Alors il va falloir sortir tous de notre zone de confort pour s'investir, pour militer, pour convaincre, pour financer. Parce qu'on n'a pas un centime. Et on va devoir aussi construire ça. On doit tous se transformer en leveurs de fonds pour un mouvement. C'est notre avenir. Et c'est à nous de le construire. Et on ne va pas laisser faire cette incurie qui est aujourd'hui celle qu'on nous propose parmi les pouvoirs publics dominants. Toujours force et honneur aux élus. Merci. Et en fait, pour conclure, je dirais que le risque, le seul risque, il me semble, c'est qu'on se retrouve dans 30 ans, alors qu'on sait, qu'on vit une période de péril incroyable, un peu les années 30 du XXe siècle, le XXIe siècle, avec en plus le péril climatique et environnemental. Et donc le seul risque, c'est quoi? C'est de laisser passer cette vague, ce désastre, et de se retrouver dans 20 ans, 30 ans et dire à nos enfants: j'ai rien fait pour essayer de changer ça. Ce risque-là, il ne faut pas être prêt à le prendre. C'est pour ça que vous répondez à l'appel et que ce vous, maintenant, il faut que ça devienne nous, place publique. On doit devenir une force, non seulement une force citoyenne puissante, mais une force majoritaire. Et ce n'est que le début du travail et de l'aventure qui doit être une très belle aventure humaine. Parce que si on rate l'aventure humaine, c'est qu'on s'est trahi dans le processus. Donc on doit être un mouvement amical. Donc un mouvement amical qui prend la place publique, ça doit être nous. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va passer à la dernière cause, donc Europe et démocratie. Donc Vincent Carry. Donc Vincent, toi, tu es, disons, un créateur d'espace de fête. Tu es le fondateur des Nuits Sonores de Lyon. Et tu es également un créateur d'espaces de débat au niveau européen avec le Forum European Lab. Donc on peut le dire, tu es un acteur culturel européen. Bonsoir à tous, merci beaucoup. C'est très impressionnant et d'autant plus, merci pour ce cadeau, mais parler après Jo Spiegel, parler après Thomas Porcher, parler après Claire Nouvian, parler après tous nos compagnons qui portent des causes avec une gravité exceptionnelle. Je voudrais quand même prononcer ce petit mot qui peut apparaître un peu futile dans ce contexte, mais on est dans un lieu culturel. Je voudrais d'ailleurs saluer la Marbrerie, on ne l'a pas fait encore, saluer l'équipe de la Marbrerie. On est dans un lieu culturel, on est dans un lieu où la culture, osons ce petit mot ce soir, qui a disparu du paysage politique d'ailleurs, c'est l'endroit où on échange, c'est l'endroit où on se rencontre, c'est l'endroit où on découvre, c'est l'endroit où on partage, c'est l'endroit parfois où on fait la fête, c'est l'endroit où on tombe amoureux, c'est l'endroit où on construit nos vies. C'est un endroit, je crois, essentiel.
Et aujourd'hui, cet endroit, il est à l'épreuve, il est mis à l'épreuve. Il est mis à l'épreuve de l'égalité, je crois, parce que le logiciel des politiques publiques dans les États, au niveau européen, produit de l'inégalité des citoyens par rapport aux moyens publics de la culture. Ils ne sont pas tous logés à la même enseigne. Le logiciel de la politique publique de la culture produit aujourd'hui une politique qui va d'abord à l'endroit des classes les plus favorisées, des classes de centre-ville, des classes les plus éduquées. Le logiciel de la culture, il est aussi à l'épreuve de la diversité, parce que la culture aujourd'hui, elle est attaquée par des formes nouvelles d'entertainment, d'ultra-capitalisme de l'entertainment, des grands groupes, les Starbucks de la culture qui viennent, qui rentrent sur le terrain culturel, qui y rentrent d'autant plus facilement qu'il n'y a plus beaucoup de résistance. Et donc, à la réponse à ces deux épreuves, il y a ce qu'on a constaté, nous, depuis des années, qu'on sillonne l'Europe, qu'on va à la rencontre des acteurs culturels, des indépendants, des petits, du secteur associatif, des tiers-lieux, des festivals, des salles de concert, des clubs, des nouveaux médias, de tous les gens qui font ce travail dans des endroits, parfois, oui, c'est encore beaucoup plus difficile qu'en France de pratiquer l'action culturelle, en Ukraine, en Turquie, au Maghreb, dans beaucoup d'endroits où le simple fait de préserver la liberté culturelle est un combat en soi. Eh bien, c'est vers eux qu'on a envie de se tourner aujourd'hui, vers tous ces jeunes porteurs de projets, tous ceux qui font aussi l'émergence, tous ceux qui protègent l'enjeu de la diversité. Je crois que c'est vers eux que Place Publique devra construire son combat culturel avec tous ceux d'entre vous qui souhaiteront le faire. Merci. Bonsoir Jérôme Carsanti. Donc Jérôme, tu es avocat depuis près de 25 ans. Depuis 2007, tu es avocat pour Anticor. Et donc l'un de tes engagements forts, c'est la lutte contre la corruption. Oui. Merci. Merci Pierre, merci à tous et toutes, ou toutes et tous, comme c'est la mode, d'être présents. J'ai entendu tous ceux qui sont passés avant et comme toi Vincent, je dois dire que c'est vrai qu'on se fait une idée de ce que peut être Place Publique, mais à vous avoir entendu les uns et les autres, Claire, Thomas, Farid, je dois dire que toute mon émotion est là, tenue, tendue. Et je serais presque immodeste en disant « I have a dream ». Et je le fais volontairement, ensemble, je fais ce rêve, que nous puissions inverser l'ordre des forces qui est terrible. Nous sommes écrabouillés par des forces dominantes et nous savons bien que le combat que nous allons mener est un combat à la David et que ce combat nécessitera de toutes et tous une réunion de nos intelligences, de nos énergies, de nos volontés, de nos combats. Bien sûr, tu as rappelé, et c'est ce dont je dois parler, mais j'avais envie de vous dire ça d'abord. Ça fait effectivement 15 ans que je travaille dans la lutte contre la corruption. J'ai mené avec Anticor, pour Anticor, puisque j'étais à l'origine des premiers combats d'Anticor judiciaires, à une époque où la lutte contre la corruption ne s'envisageait absolument pas sur le terrain judiciaire. Et nous avons eu quelques belles victoires emblématiques. Pensons, je les cite, pas pour me vanter, mais pour que vous en fassiez référence dans les mémoires. Chirac a été condamné aussi grâce à l'initiative d'Anticor. Les sondages de l'Élysée qui demain seront jugés, c'est Anticor. La condamnation d'Agnès Salle, Mathieu Gallet, bref. Ces combats judiciaires qui étaient des combats perdus sont aujourd'hui des combats gagnants. Mais le combat judiciaire, et c'est vrai que là j'enlève ma robe et c'est beaucoup plus compliqué d'être devant vous que de plaider devant un tribunal, le combat judiciaire est un combat qui, hélas, est insuffisant. Terriblement insuffisant, terriblement décevant, parce que en réalité, on arrive à influer, peut-être symboliquement, peut-être que la cause anticorruption a progressé, je pense qu'on peut le dire ensemble, mais que la réalité, c'est que les lois, quelques lois de transparence, oh que je déteste ce mot,
quelques lois de transparence, mais aucune loi réellement démocratique. Et c'est de démocratie dont nous devons parler, puisque la lutte contre la corruption passe d'abord par l'augmentation des moyens de la démocratie et des pouvoirs du citoyen. Alors, m'engager à Place Publique, c'est avoir compris qu'au cœur du dispositif de Place Publique, il y avait la lutte contre la corruption. Qu'est-ce que c'est que la corruption? Parce qu'il n'est pas utile ici de faire un cours de droit, mais qu'entend-on par corruption? Bien sûr ce qui est illégal. Bien sûr ce qui est illégal. Détournement d'argent public, trafic d'influence, marché public truqué, tout cela gangrène la démocratie parce que c'est de l'argent public et c'est votre argent, notre argent. Le problème aujourd'hui, et on voit, c'est qu'il faut, pour que ces lois s'appliquent, il faut que la justice soit efficace. Nous avons une justice sans moyens. Qu'on ne vienne pas nous raconter aujourd'hui l'augmentation du budget de la justice, c'est un mensonge. L'augmentation du budget de la justice, c'est pour les prisons, ce n'est pas pour les juges. Nous avons une justice qui est complaisante parce qu'un expert, un homme politique, un homme d'affaires qui est condamné ne sera jamais condamné à la hauteur du citoyen lambda parce que la justice est d'abord une justice de classe. Nous avons une justice qui n'est pas une justice indépendante et c'est le combat qu'avec Anticor nous portons, mais d'autres, le syndicat de la magistrature, le syndicat des avocats de France, toutes les associations, peut-être demain, grâce au parquet européen, il faut imaginer un parquet, exiger un parquet indépendant. Seul avec un parquet indépendant, nous pourrons combattre véritablement et efficacement les logiques de pouvoir et d'intérêt. Mais, vous me dites si je suis trop long, mais le problème n'est pas que la corruption au sens de la légalité. Et le problème central, j'allais dire, c'est la corruption des esprits. La corruption de l'esprit public. Aujourd'hui, les grandes problématiques, c'est la porosité étroite entre le monde du privé et le monde du public. Le monde du public disparaît. L'intérêt général disparaît au profit des logiques d'intérêt. Et ça se manifeste de manière verticale, de deux manières centrales. Je veux le dire très rapidement. D'abord, les logiques de pantouflage en France. Je pense que le pantouflage doit être définitivement interdit. Nous avons une commission de déontologie qui est censée vérifier la compatibilité du passage du secteur public au secteur privé. C'est une commission foutaise qui ne sert à rien. Deuxième point, c'est la logique des lobbies, mais mes camarades l'ont déjà dit. Mais les lobbies, c'est l'effet ciseau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une force qui est nouvelle, qui n'est pas simplement le fait d'agir sur les responsables publics de manière à corriger la règle de droit dans la faveur ou dans l'intérêt de ceux qui sont derrière aux manettes et qui poussent les responsables publics à voter telle ou telle disposition. Il y a aujourd'hui quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus puissant. C'est l'accaparement de la connaissance. Comment les experts, les scientifiques, les médecins sont aujourd'hui des complices objectifs des puissances d'argent et finalement contribuent par leur transmission des connaissances à faire en sorte que les responsables publics qui n'ont pas l'expertise finissent par voter des règles qui sont au contraire de l'intérêt général. Place Publique doit lutter. J'ai conscience que je suis probablement naïf, tant l'importance du combat est immense. Mais si nous ne nous attaquons pas à cela, c'est effectivement la fin de notre humanité. Je le pense, et je le dis un peu solennellement, mais je le pense sincèrement. La corruption, non seulement elle affecte la crédibilité de nos représentants publics, mais elle fait en sorte que je ne crois plus en la règle de droit, parce que la règle de droit n'est plus prise dans l'intérêt général, moi, citoyen. Je ne crois plus en la décision publique, parce que la décision publique n'est prise que dans des logiques d'intérêt. Je ne dis pas que c'est vrai, je dis c'est ce que pense aujourd'hui souvent le citoyen, et souvent à raison.
Je ne paye plus l'impôt parce que je considère que l'impôt n'est plus dans l'intérêt de la collectivité, mais prise pour les uns et les autres, parce que les plus riches y échappent parfois, trop souvent. Et donc, le discrédit de l'ensemble du système repose sur une lutte contre la corruption efficace, parce que ce discrédit-là, aujourd'hui, il profite à qui? Il profite à la montée des populismes, à la montée des racismes, à la montée des fascismes. Il profite à la simplicité contre la complexité. Il profite à l'évidence contre la réflexion. Il profite en réalité aux naïfs, au peuple, aux citoyens, qui n'a pas les éléments de compréhension du système. Nous sommes là aussi pour rappeler, Joe Spiegel le disait avec justesse et combien, pour rappeler qu'aussi le monde dans lequel nous vivons est un monde complexe et qu'il faut aussi aborder cette complexité avec nous, ensemble. Les citoyens, la complexité est à notre portée, nous devons aussi la détricoter. Avons-nous, pensons-nous qu'un fasciste, qu'un autoritariste gouvernera dans l'intérêt et dans le bonheur du peuple? Non, moi je vous invite avec Place Publique à agir, à espérer, à résister, parce que c'est aussi ce mot-là qu'il faut retenir. Et nous devons être d'abord des lanceurs d'alerte collectifs en acte. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Et maintenant, pour terminer la soirée, donc un autre fondateur de Place Publique et aussi un ami et un frère, Raphaël Glucksmann. Bonsoir. Bonsoir et merci. Alors je vais tout de suite faire une confession. Je suis flippé, totalement flippé. C'est-à-dire, j'ai l'habitude de parler en public, mais en fait, on a tous une émotion incroyable. Oh, le poète mobilisé. Tu es partout. En fait, tu as le don d'ubiquité. Des fois, je pense que tu es un hologramme. Et avant de commencer, j'aimerais juste avoir une pensée pour un ami qui était là dès l'origine, dès la première pizza de Place Publique, Saïd, qui traverse un drame absolu et qui ne peut pas être avec nous, mais qui est avec nous là, parce que c'est grâce à lui qu'on est ici, et on pense vraiment tous extrêmement fort à lui. Saïd, on l'aime. C'est vrai qu'on l'aime. Et je nous revois autour de pizzas franchement pas très bonnes. C'était lui qui les avait choisis. Je nous revois, imaginez ça, on était 10, puis maintenant, après on est devenu 100, et on s'était fait la promesse, et puis maintenant on a 10 000 personnes qui nous ont rejoints, on s'était fait la promesse qu'on garderait l'état d'esprit des origines, que si on se retrouvait un jour à 100 000, puisque c'est l'objectif à très court terme, eh bien on garderait, on serait fidèle à cette promesse de sincérité qu'on s'est faite. Et voilà, Saïd, on va manger des meilleures pizzas, mais par contre, on restera sincère. Et on vient tous, on venait tous, et on vient tous, encore plus maintenant, d'horizons politiques, sociaux, culturels différents. On a fait le test au bout de, d'ailleurs seulement à l'AG qui a institué le mouvement, de savoir pour qui on avait voté. On ne s'était jamais posé la question, et on s'est demandé pour qui on avait voté. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait voté pour des candidats extrêmement différents et que c'était peut-être ça notre force aussi, et qu'on était réunis par la conscience partagée qu'on vivait un moment de bascule. Un moment de bascule écologique, c'est évident. On a gravé dans le marbre de Place Publique cette date de 2030 qui, comme nous l'annonce le GIEC, marque la bascule dans l'irréversibilité de la catastrophe climatique. On a 12 ans, on le sait, on a 12 ans pour totalement transformer nos modes de production, de consommation, nos sociétés. Et donc ça veut dire, si on n'a que 12 ans, eh bien ça veut dire qu'on doit commencer demain, aujourd'hui, tout de suite. Et on a été réunis aussi par la conscience partagée
que face à cette urgence-là, eh bien, il y avait quoi? Il y avait des demi-mesures, il y avait des pas en avant, pas en arrière, il y avait du et en même temps on donne à Nicolas Hulot, et en même temps on donne aux chasseurs, et en même temps on donne à Total, et en même temps, eh bien, on parle de Make Planet Great Again. Eh bien, on a été rassemblés par cette conscience que quand l'horizon est tragique, le et en même temps devient une simple contradiction. Et qu'on peut pas, qu'on n'a plus le temps, qu'on n'a plus le loisir de vivre en contradiction, et que la politique, ça doit être de trancher. On a conscience aussi d'être rassemblés parce qu'on le sait, on vit un moment de bascule non seulement écologique, mais aussi démocratique. On a été rassemblés parce qu'on a tous été stupéfaits, sidérés, alertés par Trump, par Bolsonaro, par le Brexit, par Orban, par Salvini, si près de chez nous, dans un pays qui ressemble tant à la France, par Erdogan, par Poutine. On a été sidérés par le triomphe de la pensée autoritaire. On a été sidérés, surtout, de voir que face à cela, il y avait quoi? Rien. On continue la même politique. Celle qui jette les gens dans les bras de Salvini, celle qui jette les gens dans les bras de Trump, celle qui jette les gens dans les bras du nationalisme le plus dangereux. Et on avait conscience aussi, eh bien on a toujours conscience d'ailleurs, heureusement, on avait conscience aussi, et on a toujours conscience, de vivre un moment de bascule sociale. L'explosion des inégalités a complètement délité le lien social et le lien civique. On ne peut pas faire une république quand 1% capte la totalité de la croissance. On ne peut pas faire une république quand l'évasion fiscale est érigée en système. On ne peut pas faire une Oui. On ne peut pas faire une république. On peut pas faire une république quand les services publics désertent les territoires ruraux et les territoires périphériques. On ne peut pas faire de république quand on abdique le pouvoir de la politique face à celui des lobbies. Et donc, face à cette situation, c'est quoi le risque? C'est que les gens comme nous qui partageront des principes, eh bien, on sombre dans le fatalisme. Et ce fatalisme, il s'explique. On a l'impression que c'est trop dur à changer. Simplement, moi, c'est Claire Nouvian qui m'a dit cette phrase, et depuis, elle reste dans ma tête et elle résonne. Il y a de fatalité que dans l'inaction. Et donc, eh bien, on a décidé qu'on allait agir ensemble. Vous, nous, enfin, un grand nous, comme elle dit. Agir au lieu de se plaindre. À chaque fois qu'on va se plaindre, en fait, on va agir. À chaque fois qu'on va se plaindre, eh bien, on va se regrouper. À chaque fois qu'on va se plaindre, on va essayer de construire. On va essayer de construire une maison, une grande maison ouverte, ensemble, sans exclusive, sans gardien de boîte de nuit à l'entrée qui check les baskets, ou qui check les votes passés, ou qui check si machin a 90% du logiciel mais il lui en manque 10. Non, s'il y a urgence, alors il faut qu'on se rassemble, non pas entre gens qui pensent exactement la même chose sur tout, parce que dans ce cas-là on serait très peu nombreux d'ailleurs, mais entre gens qui ont conscience de cette urgence et qui partagent les principes fondamentaux qui sont nécessaires pour sortir de l'impasse. On va construire cette maison qui accueillera les luttes dont on a parlé. À travers toute la France, il n'y a jamais eu autant de gens qui se sont engagés dans des associations. Et pourtant, il n'y a jamais eu aussi peu de monde dans les partis politiques. C'est donc qu'il y a un problème. À travers toute la France, il y a des élus locaux qui, chaque jour, essayent de réinventer la démocratie. Et nous leur disons, on va construire notre projet sur la base de vos expériences, de vos luttes. On va redonner du crédit à la parole politique à partir de ceux qui font, de ceux qui existent, de ceux qui luttent, de ceux qui s'engagent. Parce que finalement, quand Claire Nouvian, elle nous parle des océans, eh bien, on la croit. Pourquoi on la croit? Mais parce qu'elle a donné 15 ans de sa vie à la défense des océans. Et on sait très bien que ce n'est pas en dînant avec un lobbyiste qu'elle va changer d'avis. Ouais. D'ailleurs, elle dîne pas beaucoup avec les lobbyistes. Et cette maison, en fait, on n'a pas de mode d'emploi pour la construire. C'est à la fois enthousiasmant et complètement vertigineux. Donc, il faut qu'on se transforme tous en architectes de ce mouvement qu'on essaye de créer. La seule chose qui doit nous guider, c'est la conscience de ne plus avoir le choix, de savoir que c'est maintenant ou jamais, et que personne ne le fera à notre place. Alors voilà, face aux tentations autoritaires,
nous allons dire plus de démocratie. Nous allons vouloir plus de démocratie. Nous allons assumer plus de démocratie, plus de participation des citoyens. Face à la montée de la xénophobie, on ne va pas regarder les sondages. On ne va pas se dire, oh là là, 65% des Français semblent être contre l'accueil des migrants. Mais évidemment que 65% des Français vont dire qu'ils sont contre l'accueil des migrants si aucune parole publique n'assume l'hospitalité. On s'est fait une promesse, c'est celle de ne jamais, quand on s'exprime sur nos principes, penser à ce qui serait électoralement payant. Parce que la politique meurt de ça. Et que nous, la date qui nous intéresse, c'est pas 2019, pas 2022, c'est 2030. C'est 2030. C'est transformer notre société avant qu'il ne soit trop tard. Et donc, on se saisira de 2019, de 2022, mais dans l'optique de 2030, et sans aucun compromis sur les principes qui sont nécessaires à mettre en œuvre pour se sauver avant 2030. Et donc, face à la colonisation de l'espace public, par les intérêts privés, par l'esprit privé, par les lobbies, eh bien, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin de réhabiliter la place publique. Nos sociétés se sont fondées sur l'idée de place publique. Quand il y avait un texte absolument génial d'une écrivain finlandaise qui disait « Je me suis toujours demandé ce qui faisait l'unité de l'Europe. » Et elle a découvert, en voyageant à travers le monde, que l'unité de l'Europe, c'était de retrouver partout une chose, la place publique. Et cette place publique, elle ne doit pas devenir un mall. Cette place publique, elle doit être l'endroit dans lequel les citoyens se croisent, se rencontrent, par-delà leurs origines sociales, leurs origines religieuses, leurs origines culturelles, là où ils se croisent et où ils construisent ensemble ce que nous devons construire aujourd'hui, reconstruire aujourd'hui, c'est-à-dire une république, une chose commune. Et donc, voilà, c'est parti. J'espère qu'on arrivera à répondre à l'attente, tous ensemble, ici. On va créer un mouvement, on va avoir des réseaux dans tous les territoires français, on va avoir des réseaux au-delà des frontières de la France. Parce que un citoyen grec, un citoyen polonais, une citoyenne espagnole, une citoyenne tchèque, eh bien, ils ont les mêmes défis que les nôtres. Ils ont les mêmes problèmes que les nôtres. Et donc, ce n'est pas en se recroquevillant sur nos territoires nationaux, pas en cédant au national-souverainisme qu'on arrivera à s'en sortir. Le combat qu'on va mener, il sera sur tous les territoires français, mais il sera aussi, d'abord, un combat profondément européen avec les mouvements, les associations à travers l'Europe qui partagent nos principes. Et il n'y a que comme ça qu'on va s'en sortir. Il va falloir changer l'Europe pour se sauver soi-même. Et c'est notre immense combat. On va essayer, peut-être on échouera, on ne va pas promettre des lendemains qui chantent. Le défi est immense, c'est vertigineux, je suis tétanisé, mais c'est vrai. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut qu'on essaye. Voilà. Il n'y a pas de mode d'emploi, mais la seule certitude, c'est que si on ne le fait pas, eh bien on crèvera tous ensemble et on n'a pas envie de crever. Donc voilà, on y va, c'est parti!